Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Alors, deux éléments pour vous accompagner durant cette demi-heure. D'abord, on va reparler d'automobile avec Eric Saint-Frison, consultant automobile qui vient nous voir très régulièrement parce qu'il se passe des choses. Vous allez découvrir un groupe chinois qui s'appelle Lynk & Co et qui débarque chez nous. Vous allez voir, il se passe des choses du côté de l'automobile. Et puis ensuite, on parlera de l'évolution du travail. C'est parti, c'est Bismart sur Sud Radio. Eric Saint-Frison, consultant automobile. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Tu m'as dit qu'il faut absolument qu'on parle de Lynk & Co. Oui. Qui est une révolution. Donc, alors je sais pas, on commence soit par les concessionnaires, on va vers Lynk & Co, soit ce site Lynk & Co, tu nous racontes son histoire et on va vers les concessionnaires ensuite. Raconte-nous Lynk & Co, dis-nous un petit peu ce que tu y vois, toi. Alors en fait, les deux sujets sont totalement liés, puisque d'un côté, tu as la question de l'avenir de la distribution traditionnelle, tridimensionnelle, physique, qu'on connaît depuis la nuit des temps, et puis de l'autre, tu as un acteur nouveau, qui est Lynk & Co, qui est une société chinoise, c'est une marque chinoise qui a été créée par le groupe Geely, qui est basé à Hangzhou, à côté de Shanghai, qui possède aussi Volvo, au demeurant, et Polestar, et qui a décidé de créer une marque from scratch, basée sur la conception du produit, le développement d'un produit qui est issu d'une Volvo, d'ailleurs à la base, et de le commercialiser sur Internet, sans aucun point de vente, exclusivement ou quasiment exclusivement par des formules d'abonnement. Donc c'est extraordinairement disruptif, et c'est la première fois qu'une marque automobile intègre de A à Z la chaîne de valeur du e-commerce dans son mode de distribution. Et donc la réflexion immédiate, c'est de se dire la transformation digitale de la filière, la mutation de la filière est arrivée à son stade ultime, qui est celui de l'intégration verticale de A à Z. Alors attends, tu vas trop vite sur Lynk & Co, parce qu'évidemment, tu m'en as parlé, j'ai été voir. Et je vais être très franc avec toi, Eric, j'ai rien compris. Et tu viens de m'expliquer. C'est-à-dire, tu as l'impression d'être sur un site de location de voitures finalement assez classique. Bon, il est bien fait, ok, machin. Et puis, à un moment, on te dit la voiture. Et là, tu comprends pas avec quoi? Quelle voiture? La voiture? Ben, ça dépend, vous avez plusieurs voitures. Non, c'est la voiture. Mais on te l'explique pas vraiment. On te la montre. Ça reste en plus, t'arrives pas à voir quelle marque, donc je viens de comprendre que c'est une Geely, c'est pour ça que je n'arrive pas. C'est Lynk & Co en fait, la marque c'est Lynk & Co. C'est ça, mais c'est un modèle unique. C'est un modèle unique, sans option, sans équipement, sans rien. Tu choisis pas ta voiture, tu choisis la couleur. Et c'est toute la beauté du projet, si je peux dire. C'est la révolution, elle tient dans le fait qu'il casse le modèle intégralement. C'est une marque développée pour servir des clients qui ne veulent pas forcément posséder une voiture, mais comme ils le disent sur leur site, devenir membre d'une communauté, ce qui est aussi une des caractéristiques des transformations digitales de filière. Quand tu peux créer une communauté autour de ta marque, tu as abouti cette transformation complète. Et donc il propose un produit unique offert à une communauté qui paye un abonnement, comme pour ton téléphone mobile, pour consommer cette mobilité ou partager la mobilité. Donc c'est là le côté disruptif de la chose. Mais je voulais te proposer un autre exemple, parce qu'en fait, en travaillant, en préparant... Attends, je suis pas au bout, moi, de cette histoire. C'est dingue. C'est-à-dire que donc, Lynk & Co se présente comme un constructeur automobile, on est d'accord, qui ne vendra jamais de voiture. Toutes ces voitures seront louées à sa communauté à travers le monde. Alors pas exactement, sur le site, quand tu cherches bien, tu peux quand même l'acheter si tu le veux. En fait, tu peux payer un loyer qui t'amène à la possession, donc une location avec option d'achat, qui t'amène à la possession, et donc tu peux la consommer. Mais ils ne font absolument rien pour te pousser à l'acheter. Ah non, ça c'est clair. Mais Eric, c'est la Ford T leur truc. Comment tu peux me dire que... Je comprends que dans la présentation c'est hyper moderne, mais enfin... On est revenu, alors pour le coup, les Roaring Twenties, on est dedans. On est revenu aux années 20 de l'automobile. Un seul modèle. Alors un seul modèle, il n'y a pas qu'une seule couleur à l'époque où Henry Ford l'avait fait pour la rendre en plus accessible au plus grand nombre, en l'occurrence aux ouvriers de l'usine, parce que c'était le principe d'Henry Ford, pouvoir faire acheter des voitures aux gens qui les produisaient. On n'est pas exactement dans le même schéma, on est sur des voitures qui à la base sont des Volvo, elles sont rhabillées, mais ce sont des plateformes et des moteurs de Volvo, mais on est chez un constructeur automobile qui a décidé de créer sa propre filière de disruption. Mais c'est ça qui m'intéresse, et j'aimerais aller au bout de ce que je voulais te dire. Allez, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes un autre constructeur chinois qui a suivi à peu près le même modèle de développement de produits, qui s'appelle MG, qui est la marque MG qu'on connaît, mais c'est un constructeur chinois qui a repris la marque et qui développe des voitures électriques. Eux, ils ont lancé la marque en France, là, depuis le début de l'année, avec un réseau de concessionnaires. Donc, ils ont pris la posture à 180 degrés de celle de Lynk & Co. Donc, tu as la disruption d'un côté et de l'autre, la réplication du modèle traditionnel. Et c'est super passionnant de regarder les deux en parallèle. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça veut dire qu'un modèle ne s'oppose pas à l'autre. De mon point de vue, les deux modèles se complètent et la vérité, elle est entre les deux. Bon,
enfin, Lynk & Co, on verra ce que ça donne, hein, et puis peut-être que c'est moins disruptif pour les Chinois que pour les Français, j'en sais rien, tu peux me répondre là-dessus. Tu penses qu'en France, ça peut fonctionner, c'est-à-dire cette idée que tu loues une voiture, alors que, enfin, j'ai l'impression que toute la réflexion sur la mobilité, c'était justement de dire, ok, tu n'achètes plus de voiture, parce que justement, tu vas avoir des besoins sans arrêt différents. Et que je vais avoir un jour besoin d'une toute petite voiture, un autre jour besoin d'une voiture plus grande. Enfin bref. On peut imaginer que la stratégie de Lynk & Co à terme n'est pas d'avoir une seule voiture, mais peut-être une gamme de voitures qui, encore une fois, n'auront pas d'options, n'auront pas différents modèles. T'as le modèle qu'ils ont sorti avec un moteur ou deux moteurs, 3 couleurs. Les jantes, tu peux même pas y toucher. Je me souviens pas qu'on puisse les changer. Et donc, tu as la même voiture que ton voisin, ou presque. Et donc, en faisant ça, tu simplifies ton modèle industriel et tu rends possible, justement, ce partage éventuel de voitures. Parce que l'automobile, l'exception de la voiture unique, rend la chose très compliquée sinon. Non, je comprends. Et puis comme tu dis toi-même, ils sont forcément en mode test and learn. C'est un laboratoire d'idées. Quand tu t'appelles Geely, que tu es un constructeur aujourd'hui monstrueux au niveau mondial, que tu as racheté une marque comme Volvo, mais ils ont aussi racheté Lotus, ils ont aussi racheté Proton en Malaisie. Donc c'est un groupe important de Geely, c'est très très important, c'est une des marques dominantes en Chine. Et donc, c'est un laboratoire. Juste avant d'aller sur les concessions, on a encore un tout petit peu de temps parce que après je vais oublier, j'ai vu passer sur LinkedIn hier que tu défonçais. Alors moins d'ailleurs la Dacia électrique que la communication faite autour de la Dacia électrique. Tu veux bien nous en dire deux mots? Alors défoncer peut-être un peu exagéré, je suis pas tendre avec... Tu dis en gros cette voiture est un scandale. Je trouve absolument choquant qu'on nous rabatte les oreilles avec cette magnifique nouvelle qu'est la sortie de la Dacia... comment elle s'appelle? Électrique. Oui, enfin, la Dacia électrique, son nom m'échappe à l'instant, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas une voiture européenne, c'est une voiture chinoise, c'est une Dongfeng qui a été fabriquée pour le marché chinois, développée pour le marché chinois et rebrandée sous la marque Dacia pour dire en France, on est capable d'avoir des voitures électriques low cost. La voiture, elle est fabriquée en Chine, équipée intégralement en Chine, de 100% de composants chinois, y compris des pneus que les journalistes considèrent comme extraordinairement médiocres. Les journalistes essayeurs de voitures. La voiture, on la lance en France en disant c'est une révolution sur le marché, on va offrir la mobilité électrique au plus grand nombre. C'est vrai, à condition que l'État verse quand même près de 5 000 € pour que cette voiture devienne accessible. Donc on est en train de subventionner intégralement l'industrie chinoise à coup d'impôts payés par les Français. Et là, je t'avoue que j'ai envie de gueuler, effectivement. Pas mal. En plus, tu donnes des temps de recharge. J'ai vu ça. 13h30. En fait, là encore, je suis allé chercher une valeur qui est celle du constructeur. C'est pas moi qui la donne. Hein. 13h30, c'est la recharge standard qu'il faut avec le câble standard. Si tu payes l'option de 200 ou 250 € pour le câble un peu plus rapide, ça n'est que 8h30 de recharge. Donc, on est de toute façon dans quelque chose qui est anecdotique. C'est un peu se moquer du monde de faire d'un produit de la sorte, de ce type, une révolution pour les consommateurs français. C'est pas sérieux. C'est ça que je veux dire. Ouais, tu le dis très bien. Revenons sur les concessions. Donc, ce qu'on voit là, d'ailleurs, l'un des groupes de concessions importants là viendra nous voir la semaine prochaine, LS Group. Ce qu'ils font là, visiblement, parce que ce que je regardais, c'est qu'en fait, en termes d'emploi et en termes de points de vente, c'est remarquablement stable. Totalement. Voilà. Simplement, ça se concentre, c'est ça. Oui, en fait, en gros, en France, tu as environ 13 000, 14 000 points de vente, concessions, succursales et agences. Là, au début 2021, c'était à peu près le même chiffre il y a 2 ans. Ce qui a beaucoup changé, ce sont les groupes qui se sont rachetés les uns les autres pour constituer des méga-groupes. Et pour te donner un chiffre que je connais plutôt bien, il y a une dizaine d'années, tu avais un groupe français qui faisait plus d'1 milliard € de chiffre d'affaires. Cette année, tu en as 9. Donc la consolidation de la distribution est absolument énorme. Et c'est la seule façon pour eux, d'ailleurs, d'absorber un certain nombre de coûts fixes qui ne peuvent pas s'amortir ou se répartir autrement qu'au travers d'une grande masse de points de vente et de volumes de vente extrêmement importants. Mais comment ça va se passer, à ton avis? Ils vont D'abord, ces grands groupes, ils deviennent multimarques. Ah, totalement multimarques. Ouais. Et ils vont rentrer à un moment en conflit avec les constructeurs qui, eux, voudront peut-être, soit pour réduire les coûts, soit pour répondre à des aspirations de leurs clients, vendre de plus en plus totalement en ligne? Alors, en fait, c'est là le sujet, il est super intéressant, parce que est-ce que la vente totalement en ligne, elle est industriellement possible? La réponse est non. Pourquoi elle n'est pas possible? Parce que les consommateurs ne la veulent pas. Tu sais que j'anime un site internet qui ne fait
qui fait du 100% digital. Tu parlais avec Claire Calmejane la semaine dernière, je crois, sur ton plateau de Réseau Car qui a été racheté par la SG. La dynamique vers la vente en ligne de certains types de voitures à certains types de consommateurs, elle est inarrêtable. Mais il se vend près de 6 millions de voitures d'occasion en France et 2 millions de voitures neuves en année normale. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour le canal digital, il y a la place pour le canal physique et il y a la place pour le canal intermédiaire qui est le phygital, qui est le mélange des deux. Et c'est là qu'est l'avenir de la distribution. L'avenir n'est pas dans cette guerre entre ce que pourraient faire les constructeurs pour court-circuiter la distribution et des groupes de distrib énormes qui seraient là pour casser les pattes ou casser les reins des constructeurs. Non, l'un doit servir l'autre et au milieu, il y a un client, il y a un consommateur qui veut avoir l'information en ligne, peut-être même acheter la voiture, mais qui à un moment aura besoin de toucher, voir la voiture et rencontrer quelqu'un. Et je vais te donner un chiffre, il est super intéressant aussi. Sur le site Vivacar, on interroge les clients régulièrement. Quand on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux sur le site, 38% nous disent rien. C'est sympa, il y en a quand même 60%, il y en a 62% qui nous disent vous pourriez faire mieux ailleurs. Et les deux sujets qui viennent juste derrière, c'est essayer la voiture et voir la voiture. C'est les deux sujets, et environ 30% chacun. C'est-à-dire que le manque qu'ils expriment sur le service que nous leur rendons, c'est un manque de contact physique avec le produit. C'est super intéressant en fait, parce que c'est des gens qui ont acheté sur... Je parle pas de prospects, je parle d'acheteurs Internet. Ils disent, je l'ai fait, mais j'aurais quand même bien aimé toucher la voiture. C'est rassurant. Bon, c'est moi qui ai acheté une voiture d'occasion de manière effectivement totalement délinéarisée, dématérialisée. Je te confirme qu'effectivement ça fait bizarre. Éric Saint-Frison, donc consultant automobile. Dans 2 minutes, les évolutions du monde du travail. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart les amis, on repart avec Julie Huguet, la fondatrice de Coworkies. Bonjour Julie. Bonjour. Pourquoi d'abord tu as fait ce choix d'une plateforme spécialisée pour les freelances du marketing et de la communication? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que je suis moi-même issue de ce secteur. Je travaillais pour l'annonceur dans l'horlogerie du luxe pendant plus de 7 ans. Et je gérais moi-même énormément de projets en marketing communication pour lesquels j'avais besoin de compétences, d'ultra experts que je n'avais pas en interne, puisque en fait, le marketing et la communication est un secteur qui s'est vraiment développé avec une multitude de nouveaux métiers qui apparaissent régulièrement. Et je devais les trouver en externe sans avoir forcément la bonne option. Je devais aussi également gérer pas mal de complexité par rapport au sourcing, au référencement de ces indépendants, etc. Et je me suis dit qu'il manquait une solution. Donc j'ai d'abord répondu à mon propre besoin. Mais d'une manière générale, avant de créer Coworkies, je m'étais déjà rendu compte que en fait, le freelancing explose. Il y en a de plus en plus, avec au démarrage souvent des métiers de l'informatique qui étaient un peu les pionniers à exercer leur métier en indépendant. Mais que finalement... ils ont apporté aux entreprises une nouvelle méthodologie de travail, une manière de travailler plus agile, ce qui fait que ça s'est étendu à d'autres secteurs. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on voit bien que le secteur du marketing et de la communication accueille de plus en plus d'indépendants, d'ultra spécialistes de différents métiers, auxquels on va faire appel quand on a besoin, mais dont on n'a pas besoin tout le temps. Et donc, le freelancing est finalement quelque chose qui est vraiment adapté à ce secteur-là. Mais le fait d'avoir une plateforme spécialisée, je reviens là-dessus, c'est-à-dire tu leur apportes des services particuliers qu'une plateforme généraliste ne leur apporterait pas, parce que tu peux effectivement avoir dans ton portefeuille, et on va parler de l'entreprise freelance.com avec laquelle tu décides de fusionner, tu peux avoir dans ton portefeuille pas mal de métiers finalement, on va dire plutôt au potentiel, qui ont tous à peu près les mêmes besoins. Alors pour les indépendants là tu parles, ce qu'on apporte à notre communauté, ouais, effectivement. Ouais. Alors moi je parle vraiment de communauté. Aujourd'hui avec Coworkies on s'appuie sur une communauté de plus de 30 000 experts des métiers du marketing et de la communication qui vont être amenés à un moment donné à travailler ensemble. Donc ils sont spécialisés dans leur secteur, mais on sait qu'à un moment donné ils vont travailler ensemble en équipe chez le client, pour le client, avec lui. Et donc ce sont des métiers qui ont besoin de se connaître, qui ont besoin de tisser un réseau entre eux et qui en fait ont besoin de savoir ce que font un petit peu leurs petits camarades autour d'eux. Donc effectivement, il y a un vrai intérêt à travailler la communauté plutôt que de se retrouver dans une communauté un petit peu diverse avec des métiers finalement qui nous ressemblent pas, avec lesquels qu'on va peut-être moins croiser dans l'entreprise. Il y a un vrai intérêt effectivement à créer une communauté spécialisée des métiers du digital, du marketing ou de la communication. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc on a créé cette communauté qu'on anime, qu'on forme, pour laquelle on organise pas mal d'événements, comme par exemple les cafés freelance.
freelance, qui sont une rencontre normalement physique, mais en ce moment plutôt digitale, mensuelle, qui leur permet d'élargir leur réseau, de partager des tips, d'aborder des problématiques qui sont propres à leur métier. Ouais, tu deviens presque un réseau social professionnel finalement, autant qu'une plateforme de mise en relation. Oui, pour les indépendants, c'est essentiel effectivement. Et puis ensemble, ils vont créer des nouvelles tendances, ils vont créer des équipes, ils vont être amenés à créer des collectifs de freelance et ça en fait, ça se provoque aussi. Donc c'est aussi notre rôle de les mettre ensemble, de les mettre en lien et de leur permettre de se retrouver. Comment tu gères la concurrence au milieu de ce magnifique collectif là où tout le monde s'aime et se coopte? Alors en fait, on a un axe différenciant avec Coworkies. Il y a énormément de plateformes, il y en a beaucoup de généralistes, il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs disrupté le marché, comme Freelance a pu le faire vis-à-vis des grosses SS2I, en proposant une manière agile de travailler avec les freelances. Mais dans le secteur du marketing et de la communication, c'est assez récent. Donc on voit vraiment une poussée du nombre d'indépendants, mais c'est pas encore dans les mœurs. Donc nous, on s'est vraiment spécialisé sur ce secteur-là et on a développé une plateforme tech en fait, Coworkies, qui recense nos indépendants et qui nous permet d'aller chercher les bonnes compétences, mais aussi de créer des collectifs et de suivre les projets. Donc c'est vraiment adapté au monde du marketing et de la com et de suivre les projets pour donner un maximum de visibilité aux clients. Donc on est un guichet unique et on a une plateforme qui matérialise ça en fait. Il y a un sujet avec qui va un petit peu au-delà et qui touche assez souvent d'ailleurs l'achat de prestations intellectuelles. Sur ce sujet du freelancing et de l'achat de prestations intellectuelles, c'est qu'en fait tu peux très très facilement faire s'effondrer les coûts. À partir du moment où les coûts de fabrication par définition sont très réduits, puisque c'était on a vu énormément de plateformes naître d'enchères inversées, il faut bien les appeler comme ça. Comment est-ce qu'avec, notamment dans le domaine du marketing et de la communication, des jeunes gars qui sont prêts à tout pour se faire un nom et qui sont prêts à tout pour être publiés, qui sont prêts à tout pour avoir un premier contrat et même à travailler quasi gratuitement. Donc ça aussi, c'est un sujet pour toi, j'imagine. Comment est-ce que tu gères ce sujet? Ouais, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on a fait un événement le mois dernier qui s'appelle Freelance, arrête de te brader. Et qui était un événement fait pour justement expliquer comment bien positionner son TJM, quelles sont les questions à se poser, quel prix se donner. TJM, il faut que tu dises ce que c'est, un taux journalier. Tout à fait. Donc voilà, c'est le taux journalier moyen. Un indépendant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est libre de fixer son TJM et on n'a pas de rôle à avoir là-dessus. En tant que plateforme d'intermédiation, on ne doit pas du tout imposer un TJM, ni côté client, ni côté freelance. En revanche, on est là effectivement pour les conseiller et on se rend compte que souvent les TJM, enfin les indépendants ont du mal à se donner un prix parce que ça veut dire s'auto-donner une valeur aussi, c'est quelque chose qui est pas évident. Donc on les accompagne sur ce sujet et nous on est sur vraiment de la proximité. Nos indépendants sont en France et en Suisse parce qu'on est dans les deux pays et ils vont travailler souvent chez le client. Donc la question du TJM est essentielle et en général on fait tout pour justement les aider à fixer le bon prix, à l'inverse d'une concurrence déloyale qu'on peut retrouver sur des plateformes qui sont un peu plus ouvertes, on va dire. Ouais, c'est ça. Alors bon, après concurrence déloyale, j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire, mais en tout cas, c'est sûr, un effondrement des prix. Et j'imagine que tu peux leur donner une forme de benchmark en fait. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi, vu la variété des missions, que de pouvoir évaluer son TJM, comme tu dis, oui. Le salaire qu'on peut demander, quoi. Et on a souvent plusieurs TJM, plusieurs prix, puisqu'un indépendant peut être amené à faire du conseil ou de l'opérationnel, peut aussi adapter son prix en fonction du client, une mission dont il a vraiment envie. Par exemple, pour une petite start-up qui aurait moins de budget, il peut se dire bon, j'accepte parce que j'ai envie d'aider cette start-up, ou au contraire, je connais ma valeur, je vais avoir une vraie mission stratégique, donc mon prix va être un petit peu plus élevé. Bon, et Julie, donc tu as décidé récemment de fusionner finalement ton entreprise dans la grosse plateforme freelance.com, alors qu'on connaît sur Bismart. Pourquoi tu vas te noyer là-dedans alors, après l'ensemble des bons arguments que tu nous as donnés pour être indépendante? Parce qu'on va pas se noyer là-dedans, justement. C'est vraiment un mariage stratégique, on est ultra complémentaires. En fait, ce qu'a fait le groupe freelance.com avec le marché de la SS2I, c'est quelque chose qu'on veut faire avec le marché du marketing et de la communication. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de rassembler une communauté
d'experts indépendants, start-up et petites PME qui mettent en relation avec les grands comptes pour leur apporter un maximum d'agilité. Et nous, ce qu'on est capable de faire, c'est la même chose au niveau du marketing et de la communication. Et on est persuadé en fait de pouvoir apporter cette agilité, cette ultra expertise qu'on retrouve chez nos freelances aux grands groupes. Donc en fait, l'idée du mariage, c'est que finalement freelance.com va être un formidable accélérateur pour notre activité sur le marketing et la communication. On va bénéficier de leur savoir-faire et de leur ouverture dans les grands comptes. Et puis nous, on va leur apporter finalement la carte marketing et communication auquel ils ne répondaient pas encore, ainsi que la plateforme qu'on a pu développer. Julie Huguet, donc la fondatrice de Coworkies, qui était avec nous sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain.